Bonjour Anne, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Futur Désirable. On est vraiment ravis de te rencontrer. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Le but un petit peu aujourd'hui, c'est de discuter de tes travaux et notamment des 2 livres que tu as publiés, donc Santé Inc. et Le capitalisme, c'est mauvais pour la santé. Peut-être avant qu'on rentre dans le dur du sujet, est-ce que tu accepterais un peu de te présenter, dire d'où tu parles? Oui, en ce moment, je suis chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, qui est l'IRIS, qui est un institut de recherche indépendant qui assume sa position progressiste. Donc, qui est un institut de recherche qui intervient beaucoup dans l'espace public, qui cherche à participer au débat public, à faire avancer les débats, puis à déconstruire un peu les idées dominantes, les idées reçues sur toutes sortes de domaines. Là. On travaille surtout sur les politiques publiques, santé, éducation, fiscalité, inégalité sociale, environnement, transport, donc toutes sortes d'enjeux sur lesquels on intervient. Donc ça, c'est mon rôle actuel, là. Je travaille surtout sur les questions de santé à l'IRIS aussi, mais je travaille aussi sur d'autres enjeux, là, éducation, là, j'ai fait quelques publications là-dessus, puis en ce moment d'ailleurs, je travaille sur, un truc en éducation. Puis, précédemment, dans le fond, j'ai fait toutes mes études en sciences politiques, à l'UQAM. J'ai, fait ma thèse de doctorat. J'ai commencé à me spécialiser sur le système de santé vraiment à partir de ma thèse de doctorat. J'ai travaillé donc sur l'histoire du réseau de la santé et des services sociaux au Québec dans le cadre de cette thèse-là, puis en particulier sur l'histoire des CLSC. Mhm. Puis ensuite, j'ai fait un postdoctorat, en lien avec l'IRIS, justement, là, c'est là que j'ai commencé vraiment à être plus à temps plein à l'IRIS. Je collaborais déjà avec eux avant. Puis le postdoctorat, lui, c'était vraiment plus sur la privatisation des services de santé. C'est sûr que c'est une question que j'aborde aussi dans mon premier livre, là, puis que j'ai abordé dans ma thèse de doctorat, mais j'ai vraiment plus travaillé sur cette question-là, dans mon postdoctorat. Puis depuis, c'est ça, je suis, à temps plein à l'IRIS, à continuer à faire de la recherche, sur ces questions-là, puis à faire toutes les autres, tâches ou, à jouer tous les autres rôles, outre, mon rôle de chercheuse là, qui sont Mhm. inclus dans notre travail à l'IRIS. Puis vous êtes super prolifique, on vous invite vraiment à aller voir sur le site de l'IRIS toutes leurs publications. Toi, tu as pas loin de 76 publications accessibles sur le Ah, site je internet. sais pas, ça C'est se assez peut. c'est vraiment c'est accessible, c'est, super intéressant donc tout le monde allez voir, c'est vraiment intéressant. D'autant plus qu'aujourd'hui vous êtes en campagne pour, vos 25 ans. Oui, on fête notre 25e anniversaire, l'IRIS a été créé en 2000, donc là, c'est ça, c'est notre 25e anniversaire, on est en campagne de financement aussi pour l'occasion, mais on a de toute façon toujours besoin de financement parce qu'on est un institut de recherche indépendant, je l'ai Mmh. dit. Ça veut dire qu'on ne reçoit pas du tout de financement du gouvernement. On n'est pas financé non plus par aucune, entreprise à but lucratif. Donc, on repose en partie sur la contribution Mmh. de nos membres. On a des membres, individuels, mais aussi de toutes les personnes qui veulent nous soutenir par des dons. Ouais, Donc, l'indépendance, faut le soutenir. oui, c'est ça, OK. exactement. Peut-être si on revient un peu sur les 2 livres, donc tu as publié 2 livres, puis on comprend un peu la généalogie, ton travail de thèse qui est un peu, rendre accessible, dans le premier livre. Dans le premier livre, on retrouve ton travail de thèse. Dans le deuxième livre, j'entends que c'est un peu le post-doc aussi que tu publies, d'une certaine manière? Oui, c'est le postdoc et une espèce de synthèse aussi des travaux faits à l'IRIS, pas juste par moi, mais aussi par plusieurs collègues sur toute la question de la privatisation des services de santé. Mmh. Donc, c'est sûr que mes travaux qui sont reflétés là, mais il y a aussi, les travaux de mes collègues, puis d'autres provenances aussi là, des études, ce Mmh. genre de choses-là, ouais. Puis si on revient sur ces 2 livres, c'était quoi un peu tes et notamment le premier, c'était quoi un peu tes objectifs en publiant ce livre? Est-ce que tu avais des objectifs politiques? Qu'est-ce que tu visais? Je pense que c'était un peu les mêmes objectifs qu'on a à l'IRIS, en fait, en général, avec nos travaux de recherche. C'est effectivement des objectifs en partie politiques, au sens où ce qu'on veut, c'est influencer le débat public. C'est aussi beaucoup des objectifs de vulgarisation, puis de rendre accessible, comme tu l'as dit tantôt, des analyses, des recherches, scientifiques sur des enjeux qui concernent la population, mais
sur lesquels la population n'a pas nécessairement toujours accès à des informations, disons, facilement accessibles, là, justement. Mmh. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai ma thèse, ça a été long, là. J'ai fait ça pendant 10 ans. Puis c'est un gros travail, une thèse, puis évidemment qu'on ne veut pas avoir fait ça pour que les seuls 4 membres de notre jury de thèse lisent, nos travaux. Puis il y a eu un moment où, tu sais, j'avais toujours eu l'idée de peut-être publier ça, sous forme de livre. Puis finalement, c'est quand j'ai eu l'idée de faire un essai de vulgarisation que là, ça a pris de la pertinence, tu sais, que je me suis dit: «Ça vaut la peine que je prenne, un temps pour rendre ce matériel-là accessible, Mmh. pour que les gens» puis tu sais, la question du système de santé, c'est tellement un enjeu central dans les débats publics, c'est tellement tu sais, c'est une part des dépenses gouvernementales, majeures. C'est le plus gros, c'est le plus gros les plus grosses le plus gros poste budgétaire du gouvernement. On entend toujours parler de ça dans les journaux, mais c'est rare qu'on a une perspective historique Mmh. sur notre réseau de la santé. Puis une perspective historique, bien, ça permet peut-être de comprendre avec un peu plus de profondeur ce qui explique qu'on en soit là aujourd'hui avec notre système de santé, ce qui explique qu'on ait tellement de problèmes, d'accès aux services principalement, là. Mmh. Donc, c'est ça, ouais, c'est un peu l'idée de rendre ces analyses-là, accessibles, Accessible. ouais. Puis dans ta thèse, hem, moi ce qui m'a vraiment j'ai trouvé que toute la contribution originale, c'était, la première fois que je voyais un travail de cet acabit-là, en fait, là, tu nous proposes tu te détaches du discours libéral auquel on est exposé constamment finalement, on mettrait trop d'argent, est-ce qu'on a assez ou est-ce qu'on n'a pas assez d'argent pour le système de santé? Donc de la question comptable pour finalement nous proposer une analyse dialectique, du CLSC et donc c'est-à-dire une analyse du système de santé à travers un rapport de force entre les travailleurs et les patrons, les capitalistes. Puis moi, j'ai trouvé que c'était vraiment cette originalité-là que tu nous offrais et que tu nous donnais cette grille de lecture. Puis, si c'est OK avec toi, est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette grille de lecture et pourquoi ce choix-là, toi, d'analyse? Pourquoi tu n ouais. Oui, ben, peut-être d'abord dire que j'ai pas commencé par m'intéresser au système de santé. Puis ensuite, j'en suis arrivée à utiliser cette grille d'analyse-là. La grille d'analyse, je l'utilisais déjà. Tu sais, je l'ai utilisée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, qui visait à analyser un peu plus largement tout le néolibéralisme, la remise en question de l'État social, puis des politiques sociales en général. Puis là, rendu au doctorat, ben, j'ai choisi de préciser un peu mon objet en analysant plus spécifiquement le système de santé, puis encore plus spécifiquement les CLSC eux-mêmes. Mais en fait, le choix des CLSC est venu de la grille d'analyse. C'est ça qui s'est passé. Au départ, c'était le système de santé qui m'intéressait, puis effectivement, c'est un défi, disons, d'aborder le système de santé avec une grille d'analyse, qui est qui met au cœur les rapports de force entre les classes sociales, donc entre les travailleurs et travailleuses et le milieu des affaires, les patrons, ceux que j'appelle les capitalistes, là, Mmh. disons, dans mon livre. Parce que, ben, cette grille d'analyse-là est assez facile à appliquer pour des objets d'étude qui concernent directement le rapport de force entre les classes. Par Mmh. exemple, si j'avais analysé l'histoire du programme d'assurance chômage, ben là, ça irait de soi, hein, parce que l'assurance chômage, là, on est au cœur de la relation de travail, des rapports entre les travailleurs et les patrons. Puis là, quand on regarde le système de santé, mais là, on voit moins bien comment cette grille d'analyse-là pourrait être pertinente, mais ma conviction, c'était que ces grands rapports de force-là qui structurent l'ensemble de la société entre les travailleurs et les travailleuses et les capitalistes, ben elle a aussi ces rapports de force-là vont aussi structurer l'État en général. Moi, je viens de la science politique, donc Mmh. mon objet, c'était aussi l'État et la capacité de l'État à mettre en œuvre des réformes, puis les formes que vont prendre ces réformes-là. Est-ce que ces réformes-là vont refléter vraiment les intérêts des classes populaires, des travailleuses et des travailleurs ou pas? Tu sais, puis là, on part de l'idée qu'on est dans une société démocratique, on est Mmh. dans un État démocratique, donc en théorie,
les réformes qui sont mises en œuvre devraient refléter principalement les intérêts de la majorité de la population. Mais là, le questionnement, c'est est-ce que c'est vraiment le cas? Puis si c'est pas le cas, pourquoi? Puis cette grille d'analyse-là, qui met au cœur les rapports de force entre les classes sociales, permettait de répondre à ces questions-là. Mmh. Puis en en faisant mon travail de documentation, parce que j'aurais pu me gourer, hein, j'aurais pu, finalement faire mes recherches d'archives. C'est une histoire du système de santé que j'ai fait. J'aurais pu faire mes recherches d'archives puis me rendre compte que le mouvement syndical, les associations du milieu d'affaires, s'intéressent pas vraiment aux questions de la santé, se sont pas prononcées sur ces questions-là, se sont pas positionnés là-dessus, puis qu'il y a pas eu de lutte de classe, si on veut, sur ces enjeux-là. Mais la recherche documentaire a clairement montré que Mmh. ce sont des acteurs, qui ont joué un rôle majeur, en fait, dans la structuration de notre système de santé au Québec, probablement ailleurs aussi. Moi, je me suis intéressée au cas du Québec, mais ce que j'ai découvert, c'est ça. Quand on regarde, les prises de position, les revendications, les pressions qui ont été faites par ces acteurs-là, dans la société, auprès des gouvernements successifs, bien, on voit que ces acteurs-là ont joué un rôle fondamental pour, modeler notre système de santé et qui ont joué un rôle fondamental aussi dans l'évolution, de notre système de santé et dans l'état de notre système de santé Mmh. actuel aussi. Puis dans ce rapport de force que tu nous enfin, dans cette analyse du rapport de force, on se contente pas simplement de l'idée public-privé pour les hôpitaux ou pour les CLSC, mais c'est plus globalement comment un régime collectif, d'assurance sociale, un objet, comme le CLSC, c'est pas que la question de est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est public, mais c'est de la redistribution que ça nécessite pour pouvoir avoir un tel système. Donc tu te contentes pas de dire: «Bah, c'est, heu, les médecins ou c'est des entrepreneurs en santé qui veulent un système privatisé, mais c'est plus largement, hem, ce rapport de classe qui se joue avec des personnes à qui à qui on doit prendre des sous pour pouvoir payer le CLSC, dit autrement, en fait. Donc c'est pas on n'est pas juste dans un enjeu de gens de la santé, on est vraiment un rapport qui concerne tout le monde. C'est, heu vos intérêts, sont enfin, votre intérêt est d'avoir accès à un système de santé gratuit, qui vous permet de vous maintenir en santé, de reproduire votre existence dans de bonnes conditions et l'intérêt de, votre patron, des classes possédantes, ça va être de pas payer, en fait, de pouvoir capter la plus-value sans la redistribuer derrière et donc de, lutter contre cette forme de redistribution-là. Donc ça tu remets au centre la question de c'est quoi nos intérêts? Où est-ce qu'on se situe dans ce rapport-là? Et tu as ré on politise plus globalement, la santé et on la restreint pas simplement à est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je dois payer? Est-ce que j'ai une assurance? Oui, ben puis en fait, ce que j'ai trouvé le plus, fascinant quand j'ai été voir justement c'était quoi les positions respectives de ces acteurs-là, c'était de constater que, justement, on déborde largement de la question de est-ce qu'on est dans un système public ou privé pour, avoir même des visions complètement opposées de ce qu'est la santé elle-même, puis de ce que devrait être la santé, puis de comment on comprend, c'est quoi les facteurs qui fait qu'on devient malade ou qu'on reste Mmh. en santé? C'est quoi les facteurs, comment on analyse la santé? Est-ce qu'on l'analyse dans une perspective très individualisante, biomédicale, très strictement centrée sur, le curatif puis les soins, très techniques, des problèmes de santé considérés comme, le résultat de virus ou de bactéries ou de mauvais comportements individuels? Ou au contraire, est-ce qu'on considère plutôt la santé comme, un enjeu sociopolitique profondément marqué par, l'organisation sociale, puis, profondément lié au mode de vie, aux conditions de vie, aux conditions de travail, donc ce qui fait qu'on devient en santé ou qu'on est en santé ou qu'on devient malade, ben là, c'est pas seulement une question de bactéries ou de virus ou de de comportement individuel, puis c'est même pas principalement ça, c'est principalement une question de, ben, quel genre de travail je fais? Mmh. Est-ce que je vis dans une société inégalitaire? Est-ce que je vis dans un quartier pollué? Est-ce que j'ai un appartement insalubre? Est-ce que je vis beaucoup d'insécurité économique? Toutes ces questions-là deviennent centrales, heu,
dans une conception de la santé qui est celle qui est portée par les mouvements populaires puis le mouvement syndical Mmh. pendant longtemps, puis même encore aujourd'hui au Québec, là, c'est des conceptions beaucoup plus larges puis politiques de la santé Mmh. qui, qui, en fait, qui posent des questions fondamentales sur la façon dont on organise la société et l'économie. Salut. On se permet une petite pause pendant le podcast parce que pendant le montage, on s'est rendu compte que ça pouvait être pertinent de prendre une minute pour bien mettre en contexte de quoi on parle. Les CLSC, c'est un acronyme qui veut dire Centre local de services communautaires. C'est des cliniques publiques, donc gratuites, qui ont été créées dans les années 70 et qui avaient pour fonction de regrouper l'ensemble des services de santé, physique et mentale, des services sociaux, dans une seule institution qu'on pouvait retrouver localement. Généralement, un CLSC par quartier. Il y avait aussi un mandat communautaire, d'où le nom communautaire dont on va parler plus spécifiquement parce que c'est ça qui nous intéresse. Les CLSC, leur logique de base, donc c'est pas juste des institutions de santé, il y avait une conception de la santé qui était large, c'est-à-dire qu'on ne considérait pas que votre santé était déterminée seulement par des facteurs individuels, donc c'est-à-dire votre biologie, mais aussi votre mode de vie, donc est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous mangez bien, mais cette conception large, elle se traduit aussi par les conditions matérielles dans lesquelles vous vivez, c'est-à-dire est-ce que vous vivez de la précarité, est-ce que vous avez assez d'argent pour payer votre loyer, pour manger correctement, et comment ces facteurs-là impactent votre santé. On considère aussi comment est-ce que votre environnement influence sur votre santé. Donc par exemple, est-ce que là où vous vivez, il y a des compagnies qui polluent l'air que vous respirez ou l'eau que vous buvez. Donc de ce fait-là, les CLSC avaient un rôle d'organisation communautaire des gens dans les quartiers. Il était question à ce moment-là d'agir aussi sur l'environnement de telle manière à prévenir le fait que les gens tombent malades. Du fait de cette organisation-là, les citoyens et les citoyennes siégeaient au conseil d'administration des CLSC. Ils pouvaient donc dire leurs mots, décider sur les programmes, les soins de santé qui étaient mis en place dans le CLSC, mais aussi sur les actions qui allaient être menées par le CLSC d'un point de vue communautaire. Donc il y avait vraiment un rôle politique qui était donné au CLSC et qui était déterminé par les citoyens et les citoyennes. On a vraiment là un objet politique et démocratique. Donc les travaux que Anne a menés montrent que les CLSC, ils sont issus des luttes, et c'est notamment les luttes des années 70, et c'est sous la pression des mouvements sociaux et syndicaux que le pouvoir en place est obligé de céder et donc de construire ces cliniques-là. Toutefois, elles n'étaient pas bien vues par tout le monde, donc autant les citoyens et les citoyennes étaient assez contents de ça, mais autant le milieu des affaires et les médecins ont été farouchement opposés au CLSC. Et il y a eu une entreprise de critique qui a été mise en place par ces organismes-là, qui a très bien fonctionné finalement, et qui, quelques années plus tard, a mené à ce qu'on mette en place des lois qui limitaient le pouvoir des CLSC. Au fur et à mesure des années, ces lois ont continué à être mises en place, et on se retrouve un petit peu avec l'organisation qu'on connaît aujourd'hui des CLSC, donc c'est-à-dire des organisations qui sont très centralisées, qui n'ont pas de pouvoir tant que ça à l'intérieur au niveau des professionnels de santé sur la manière dont ils peuvent pratiquer, mais aussi l'action politique a complètement disparu. On a un manque de financement, un manque de personnel, et donc ça finit par devenir des institutions qui sont peu connues, voire ignorées des citoyens et des citoyennes. Voilà. Donc ça vous donne un bref contexte et on espère que ça éclaircisse un peu le reste de l'épisode. On vous souhaite un bon visionnage. Puis finalement, le CLSC, il avait cette mission-là initialement. Dans les années 70, tu le décris, tu montres qu'on n'était pas seulement sur un modèle curatif, on était sur aussi la question de la prévention, mais on avait une considération de la prévention et de la santé qui n'était pas restreinte à la question biomédicale, comme tu dis, mais il y avait le CLSC avait un pouvoir de nuisance, entre guillemets, vis-à-vis du quartier, de bah là, il y a telle entreprise, il y a telle usine, il y a telle chose qui va venir contaminer, qui entrave la santé des gens, donc on va se mobiliser politiquement. Le CLSC devient un endroit de politisation et un endroit justement où les individus agissent et sont pas juste bah, j'essaye d'avoir accès à un médecin ou j'essaye d'avoir accès à des services et je suis malade. Oui, ben, puis en fait, c'est ce qui a fait que cet objet-là des CLSC, c'est devenu mon objet principal. Je disais que c'est ma grille d'analyse qui m'a amenée à m'intéresser à ce sujet-là. Ce qui était tellement intéressant avec le modèle des CLSC, c'est que c'est un modèle qui est un peu incompatible avec un système capitaliste, en fait. C'est un modèle qui correspond pas du tout à la vision et aux intérêts
des classes dominantes, des classes possédantes, des capitalistes. C'est un modèle qui correspond vraiment très clairement aux revendications du mouvement populaire et du mouvement syndical de l'époque, là, dans les années 60-70, au moment où on a créé notre système public de santé. Ces mouvements-là revendiquaient des modèles proches de celui des CLSC. Puis la création même du modèle des CLSC, c'est un peu une étrangeté Mmh. dans les sociétés capitalistes, là. Il y a pratiquement aucune autre société capitaliste qui a mis en place un modèle similaire. Il y en a quelques-unes, mais c'est rare. OK. Le modèle des CLSC, c'est un modèle très particulier. Puis une de ses particularités, c'est qu'on mettait en place un réseau de centres communautaires, de cliniques de première ligne publiques, donc qui allait être, contrairement à un peu partout dans le monde occidental, dans les sociétés capitalistes, la médecine de première ligne, les soins de première ligne sont beaucoup laissés entre les mains de cliniques privées. Mmh. Les médecins sont propriétaires de leurs cabinets médicaux, de leurs cliniques médicales. Mais là, c'est pas ça qu'on mettait en place. On mettait en place un réseau de cliniques publiques. Et en plus, comme tu le disais, ce centre communautaire-là avait une mission qui était beaucoup plus large que simplement donner accès à des services médicaux de première ligne à la population. Évidemment, ça faisait partie de sa mission, mais c'est un modèle qui reflétait cette conception-là beaucoup plus globale et politique de la santé. Puis on voulait que les CLSC contribuent à agir sur les causes profondes, sur les causes sociales, sur les causes politiques de la maladie en quelque sorte. Donc, les CLSC avaient un mandat de soins de santé, de services sociaux et aussi d'action communautaire. Donc, Mmh. on a créé un nouveau type de profession qui est l'organisation communautaire. Et le mandat de ces gens-là, c'était justement de mobiliser les communautés pour que les communautés puissent agir sur les causes collectives, sociales, politiques de la maladie, comme par exemple, comme tu le disais, ben, si dans un quartier ou dans une ville, il y a une entreprise qui pollue un lac, puis que ça a des effets sur la santé, ben là, ça fait partie du mandat du CLSC, des organisateurs communautaires, de mobiliser la communauté pour essayer de régler ce problème-là qui a des impacts sur la santé. Puis les CLSC ont joué des rôles de mobilisation comme ça dans plein de domaines, là. Les CLSC ont joué un rôle dans le développement des logements sociaux, notamment, là, justement parce qu'il y a un lien clair entre le logement et la santé. Tu sais, ils ont joué des rôles dans plein de secteurs comme Mmh. ça qui, a priori, n'ont pas de lien évident avec la santé, là, quand on a une conception très étroite, mais qui, en fait, ont des liens profonds avec l'état de Mmh. santé de la population. Puis c'est intéressant, ça me fait penser à ce que tu dis, à comment, bah, justement depuis les années parce que là, on parle des CLC dans les années 70. La réforme initiale qui les crée, c'est en 70 et la contre-réforme, elle arrive déjà en 71 là, si je me souviens bien. Ça va vite, le fait qu'on Ben, 74, OK, un bon, peu ouais, plus tard, 74. mais c'est aussi ça c'est concomitant à comment l'évolution de notre système, quand on tend vers le néolibéralisme, on va aussi à détricoter les collectifs de travailleurs. Donc c'est-à-dire que, de plus en plus aujourd'hui, on voit les grandes chaînes de production existent de moins en moins, on va avoir des acteurs, disparates, des plus petites entreprises, puis quand on fait ça aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on donne moins de pouvoir de nuisance aux travailleuses, travailleurs, parce que bah, quand tu es 25 versus quand tu es 300, c'est pas le même pouvoir de mobilisation que tu as. Donc on détricote les grands moments les grands collectifs. Puis on l'a vu aussi à travers, je pense souvent, par exemple, il y avait des acteurs en France, comme le PCF qui jouait aussi beaucoup sur la structuration des travailleurs et travailleuses et comment est-ce que, en détricotant toutes ces choses-là, on a vu une diminution de l'organisation, des mouvements sociaux et là aussi, les CLSC agissent comme un facteur de politisation, facteur de mobilisation, facteur d'organisation politique, versus pas avoir une population qui est organisée comme ce qu'on vit davantage aujourd'hui, où Mmh. on a beaucoup plus de mal à mobiliser les gens et on a beaucoup de mal à organiser et à faire se rejoindre des personnes sur des sujets qui les concernent pourtant. Mmh. Et je vais faire un lien un peu avec une autre question sur parce que là, l'héritage des années 70, bah, c'est les CLSC, mais c'est aussi Hydro-Québec, c'est tous les des grands monopoles d'État, des grands monopoles collectifs et tu nous expliques là, finalement, ces réseaux-là, on a intérêt, à ce que,
ils soient contrôlés démocratiquement par la population et qu'ils existent parce qu'ils vont nous permettre de maintenir notre existence et de la reproduire derrière. Mais cette idée-là de le public, c'est un problème, c'est pas assez efficace, émerge quand même. Puis c'est fou parce que souvent, les idées, il y a beaucoup d'idées macartistes ici sur la question du communisme. Au Québec, c'est difficile de parler par exemple de communisme, mais pourtant, on a Hydro-Québec qui est un monopole d'État. Je vois difficilement comment on fait plus communiste comme idée. Comment expliquer dans un pays où on a l'électricité, une des électricités les moins chères d'Amérique du Nord, que cette idée du monopole, du collectif, soit aussi peu, ou du moins, je sais pas si elle est pas populaire, mais du moins autant battue en brèche. Comment tu Ouais. l'expliques, toi? Je fais un parallèle avec l'électricité, mais on peut ramener à la santé aussi. Oui, ben en fait, je pense que c'est vrai partout, dans toutes les sociétés, où il y a une classe minoritaire, mais tout de même dominante, qui a pas intérêt à ce que ces collectifs-là, publics, existent. L le problème, c'est que, au Québec comme ailleurs, il y a des acteurs, très puissants qui, n'ont pas intérêt à ce qu'on ait un système de santé public qui fonctionne bien, qui répond aux besoins de la population pour toutes sortes de raisons. Puis ça, j'invente pas ça, là. Quand on documente, quand on va voir dans les archives, des grandes associations qui représentent les intérêts du milieu des affaires, quand on va voir, les archives de la Fédération des chambres de commerce du Québec, du Conseil du patronat, des associations, de manufacturiers, des associations de l'industrie pharmaceutique, des associations de tous les milieux d'affaires, en fait. Ce qu'on voit, c'est que les milieux d'affaires se sont battus farouchement depuis le début du 20e siècle contre la création d'un système public de santé. Depuis le début du 20e siècle, le mouvement syndical, au contraire, revendiquait la création d'un système public de santé. Mais ces organisations-là, patronales, d'affaires, étaient farouchement contre. Et ben, le système capitaliste, de la façon dont il est organisé, fait que ces organisations-là ont beaucoup de pouvoir et ont beaucoup plus de pouvoir, même s'ils représentent des minorités en termes quantitatifs, là, en termes de personnes qui appartiennent à cette classe-là. Ils ont beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel autre groupe de la société, hein. Les milieux d'affaires, c'est eux qui contrôlent les grands leviers de l'économie. C'est eux qui vont décider, ben, qui sont propriétaires des grandes entreprises, qui sont actionnaires ou dirigeants des grandes entreprises, des grandes institutions de financement, des grandes entreprises de distribution. Donc, c'est ces personnes-là, pas élues, qui vont décider ensemble ou individuellement qu'est-ce qu'on produit, où on produit, dans quoi on investit, quel procédé on va utiliser pour produire. Et ces gens-là ont aussi, à travers leurs décisions, vont avoir des impacts majeurs sur la santé économique du pays. Puis évidemment que pour l'ensemble de la population, la santé économique du pays, c'est vital parce que les gens dépendent de leur travail pour leur survie puis pour leur bien-être. Donc, les gouvernements, en fait, sont très facilement influencés par ces groupes-là là, de milieux d'affaires, qui ont aussi beaucoup de pouvoir pour faire circuler, véhiculer leur vision du monde, leur conception de la santé, par exemple, parce que c'est souvent aussi ces mêmes groupes-là qui vont être propriétaires des grandes entreprises médiatiques, notamment. Donc, les idées qui vont circuler dans la société vont aussi être les idées, très souvent, de ces groupes-là. Donc, ils ont une capacité d'influence politique et d'influence idéologique vraiment plus grande que le mouvement syndical, par exemple. Et donc, les idées, les intérêts de ces groupes-là vont facilement circuler et ces groupes-là se sont mobilisés contre la création d'un système de santé publique. Il a fallu des grandes mobilisations populaires pour que finalement, au Québec, on se dote d'un système public système public de santé. Et ça a été vécu comme une défaite politique par le milieu des affaires, la création du système public de santé. Et dès le départ, ces milieux-là ont
ont milité pour une reprivatisation des services de santé et pour une restriction du champ d'action du système public pour toutes sortes de raisons. Une des raisons, c'est évidemment que si on nationalise les services de santé, si les services de santé sont publics et gratuits, ben les gens, ils vont pas aller payer pour acheter des services sur un marché privé. Donc, ça ferme des marchés, ça ferme des occasions d'affaires pour toute la frange du milieu des affaires qui souhaiterait, j'ai pas parlé du milieu des assurances en plus, qui Oui. souhaiterait faire des profits, faire des affaires dans le système de santé, avec la santé. Donc, ça, c'est une des raisons importantes, mais c'est pas juste les milieux d'affaires liés au milieu de la santé qui se sont mobilisés contre la création d'un système public, c'est l'ensemble des milieux d'affaires, en fait, qui se sont mobilisés contre ça et qui ont continué ensuite de promouvoir la reprivatisation du système de santé. Et, ben, entre autres, le patronat le patronat de toutes les entreprises était opposé aussi à la création d'un système public parce que le patronat préférait grandement que disons, les assurances de santé soient liées à l'entreprise, comme aux États-Unis. Donc, que ce soit l'entreprise, en fait, qui fournisse l'assurance à ses travailleurs et travailleuses, parce que si on fait ça, ben, on attache les travailleurs et les travailleuses à l'entreprise. Les travailleurs et les travailleuses sont dépendants de leur lien avec l'entreprise pour leur accès aux services de santé. Et ça permet de discipliner les travailleurs et les travailleuses. Ça réduit la capacité de mobilisation des travailleurs et des travailleuses parce que ils vont avoir plus peur de perdre leur emploi en cas de chômage ou de... Donc voilà. Puis pour se donner une perspective un peu sur à quoi ça pourrait ressembler si on n'avait pas la RAMQ, on peut penser à la question des pensions, qui elle est très dépendante, des pensions de retraite, qui est très dépendante des compagnies dans lesquelles on travaille, ou si on est fonctionnaire ou autre là aussi, et de comment ça aussi, ça nous lie, ça peut nous lier à notre entreprise, à notre patron, et on revient à notre idée, à ton idée que tu nous apportes, l'analyse dialectique de comment, dans le rapport de force que ça crée ces déséquilibres et ça nous rend plus susceptibles d'accepter et de faire des compromis qui sont en faveur du patronat davantage que des nôtres. Oui, puis en fait, même encore à ce jour, il y a une bataille qui est encore en train de se jouer au Canada sur l'assurance médicaments. On a l'assurance maladie publique universelle, mais l'assurance médicaments, ça, c'est pas gagné. Puis encore aujourd'hui, les fédérations de chambres de commerce et de gens d'affaires sont contre la création d'une assurance médicaments, même si ça leur coûterait moins cher. C'est démontré, ça coûterait moins cher à tout le monde, y compris au patronat, si on avait une assurance médicaments publique universelle, mais eux préfèrent que ce soit l'entreprise qui offre ces assurances-là parce que, pour celles qui sont capables de l'offrir, évidemment, Oui. parce que ça permet, puis ça, les sondages le montrent là, auprès des gens d'affaires, qu'ils préfèrent que ce soit l'entreprise qui l'offre aux travailleurs et travailleuses parce que c'est une manière d'attirer et de garder les travailleurs et les travailleuses. Puis, OK, là on est parti un peu de notre CLSC pour avoir de nouveau un peu une lecture plus globale de ce rapport de force qui se joue et quels enjeux en société, dans la société ça traduit. Si on essaye de revenir un peu plus de manière focalisée sur le CLSC, l'objet du CLSC, il y a des acteurs, des professionnels de la santé, les médecins, qui ont travaillé fort contre l'idée des CLSC aussi, et qui aujourd'hui proposent leur propre version privée du CLSC qu'on va appeler les GMF, enfin, qui s'appellent les GMF d'ailleurs. Puis comment est-ce qu'on explique historiquement que les médecins soient cette catégorie de professionnels de la santé à part des autres? Oui, d'abord, je tiens à dire que pour ce qui est des CLSC, le milieu des affaires lui-même, même si on ne tient pas compte des médecins, a aussi une influence sur l'histoire des CLSC. Il n'y a pas eu de campagne organisée du milieu des affaires contre les CLSC de la même manière qu'il y en a eu une contre l'assurance maladie publique universelle, mais les milieux d'affaires étaient quand même opposés au modèle des CLSC et ils l'ont fait savoir au gouvernement à plusieurs reprises. Et surtout, ils ont fait des pressions importantes auprès du gouvernement pour que le gouvernement investisse le moins possible en santé et services sociaux, pour qu'on reprivatise les services,
pour que la gestion démocratique des établissements de santé soit remise en question, parce que ça, c'est une autre grande originalité du modèle des CLSC, c'était géré démocratiquement par les citoyens locaux. Donc, bref, le milieu des affaires a joué aussi un rôle dans cette remise en question-là du modèle des CLSC, puis dans le fait que finalement, aujourd'hui, ce qu'on connaît des CLSC, ça n'a rien à voir avec ce que c'était au début et ce qu'on avait prévu pour ce modèle-là. Mais les médecins, effectivement, ont joué un rôle central et beaucoup plus direct dans l'échec du modèle des CLSC. Les médecins se sont mobilisés farouchement, en particulier les médecins de famille, parce que c'est eux qui étaient les principaux concernés, mais les médecins spécialistes aussi se sont prononcés clairement contre le modèle des CLSC. Les médecins de famille se sont vraiment mobilisés contre ce modèle-là. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec est fière d'ailleurs du rôle qu'elle a joué pour empêcher le développement du modèle des CLSC tel qu'il était prévu au départ. Ça, c'est clairement affirmé par la Fédération là, dans ses publications. J'ai toutes sortes de références pour ça. Et ben, les médecins, en fait, pour comprendre leur positionnement, par rapport au CLSC, puis par rapport au système de santé en général, ben, il faut comprendre leur position sociale dans la société en général. Puis les médecins, ben, ils ont effectivement une position particulière qui n'est pas la même que celle des autres travailleurs du réseau de la santé des services sociaux. Donc, on pense aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux préposés aux bénéficiaires, à toutes les autres catégories de travailleurs et travailleuses du réseau. Les médecins, eux, en fait, ce ne sont pas, ils sont très proches du milieu des affaires. Historiquement, ils proviennent des mêmes milieux sociaux, ils proviennent des mêmes classes sociales, et c'était des entrepreneurs, les médecins. Avant la création du système public, les médecins, c'était pas des employés, là, c'était des propriétaires de leur propre clinique qui vendaient des services médicaux sur un marché privé et qui étaient payés par des clients qui étaient leurs patientes et leurs patients. Donc, c'était vraiment des entrepreneurs privés qui vendaient leurs services. Et ces entrepreneurs-là refusaient catégoriquement de perdre leur statut de classe, en quelque sorte, et de devenir des employés d'un système de santé publique, de devenir des travailleuses et des travailleurs d'un système de santé publique, des salariés. Et en fait, le modèle des CLSC, c'est exactement ce qu'il proposait. Le modèle des CLSC, au départ, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il soit une espèce de cheval de Troie qui permettrait d'intégrer les médecins de famille véritablement au sein du réseau public. Les médecins qui choisissaient d'aller travailler en CLSC allaient être des employés salariés des CLSC, comme tous les autres travailleurs et travailleuses du réseau de la santé. Mais les médecins étaient farouchement, globalement opposés à ça. Il y a quelques médecins qui ont adhéré au modèle, une minorité de médecins qui ont adhéré au modèle. Et d'ailleurs, ils ont subi beaucoup de pression de leurs collègues et de la fédération aussi des médecins omnipraticiens qui étaient contre ce modèle-là. Donc, ils refusaient de devenir des salariés. Ils refusaient aussi que leur pratique soit gérée démocratiquement par des conseils d'administration, d'avoir à rendre des comptes à un conseil d'administration élu démocratiquement où leurs patients et patientes seraient représentés puis pourraient avoir un mot à dire sur leur pratique médicale. Ils trouvaient ça absolument inacceptable. Donc, et les médecins voulaient garder en fait leur statut d'entrepreneur privé et ils ont largement réussi en fait à garder ce statut-là. Il y a eu des pressions très fortes qui ont été faites sur le gouvernement pour que les médecins puissent continuer à pratiquer dans leur propre clinique privée. Et effectivement, le gouvernement, ce qu'il a choisi de faire, c'est qu'il a choisi de créer les CLSC. Les médecins qui allaient aller travailler en CLSC allaient être salariés. Mais il a dit aux médecins, si vous ne voulez pas venir dans les CLSC, si vous voulez continuer à pratiquer dans vos cliniques publiques, bien, on va quand même payer, vous rémunérer à l'acte dans vos cliniques privées. Donc, vous allez demeurer des entrepreneurs indépendants et vous allez vendre vos services à la pièce, à la Régie de l'assurance maladie, qui va financer vos services et qui va même financer vos frais de clinique, en fait, parce que les médecins qui choisissent de pratiquer dans leur clinique privée
ben, c'est pas eux qui paient le frais de clinique, là. Ils sont payés pour le même acte plus cher que les médecins de CLSC pour couvrir leurs frais cliniques. Donc, le gouvernement a dit, ben, on vous laisse le choix et on vous finance, même si vous choisissez de pratiquer en clinique privée. Et donc, les médecins, évidemment, qui étaient opposés au modèle de CLSC, ont été très peu nombreux à faire le choix d'aller en CLSC. Il y a même eu, en fait, des campagnes organisées de boycottage CLSC. contre ce modèle-là des CLSC. Donc, il n'y a pas plus que 15% des médecins de famille, en fait, qui ont été pratiqués finalement en CLSC là, au courant de l'histoire. Donc voilà, les médecins ont réussi à garder leur statut d'entrepreneur indépendant et encore à ce jour, c'est assez peu connu, mais les médecins du Québec, les médecins du régime public ne sont pas des employés du secteur public. Ils sont des entrepreneurs indépendants qui pratiquent dans des cliniques privées, mais ces cliniques-là sont entièrement financées par des fonds publics. Donc, la rémunération des médecins est financée par les fonds publics entièrement et les frais médicaux des cliniques sont aussi financés par des fonds publics. Mais le pouvoir de gestion est entre les mains, la propriété est entre les mains des médecins, historiquement, mais de moins en moins. Là, de plus en plus, en fait, puis là, les médecins sont un peu en train de se faire rendre la monnaie de leur pièce. Là, on voulait garder ça dans un secteur privé, mais ce qui se passe en ce moment, c'est que de plus en plus, c'est des grandes entreprises qui deviennent propriétaires des cliniques médicales, des groupes de médecine de famille, des grandes entreprises qui ont rien à voir avec le secteur de la santé parfois. On peut penser à TELUS, par exemple, qui est propriétaire de groupes de médecine de famille, des entrepreneurs immobiliers, des investisseurs immobiliers très souvent qui vont être les propriétaires de cliniques. Et là, ça pose toutes sortes de problèmes. Et les médecins eux-mêmes là, sont de plus en plus réticents là, à cette idée-là que ce soit des investisseurs ou des propriétaires qui n'ont rien à voir avec le milieu de la santé, qui sont finalement propriétaires des cliniques dans lesquelles ils pratiquent, là. Ça réitère, parce que un peu les deux pistes d'analyse que tu nous proposes, c'est de un, les médecins sont issus de milieux sociaux liés au milieu des affaires, donc des classes supérieures, des classes bourgeoises, ce qui fait qu'ils ont un statut social qu'ils veulent maintenir, ils ont des intérêts économiques, parce que c'est une question d'intérêt économique, mais il y a aussi une idée de si je suis employé, finalement, je perds une part de mon capital social, parce qu'au-delà du capital économique, il y a la question de mon statut. Et c'est un peu les deux éléments que tu nous apportes. Par ailleurs, on pourrait faire aussi le lien, tout à l'heure on parlait des grandes entreprises et des dirigeants. Il y a aussi une collusion entre ces milieux-là, du fait que nos dirigeants soient issus de certains milieux sociaux aussi, qui favorisent certaines politiques. Mais là, les médecins, dans ce cas-là, sont liés à certains milieux de manière en général. Ben, historiquement, Historiquement. même encore aujourd'hui, c'est pas rare. Il faudrait faire une analyse sociologique de ça, là, mais Ouais. c'est pas rare que, disons, la médecine, ce soit un truc de famille, puis que les parents médecins donnent naissance à des enfants qui vont devenir médecins à leur tour. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des gens qui peuvent venir de toutes sortes de milieux et devenir médecins. Mais C'est tendanciellement moins vrai. oui, puis même s'ils viennent de différents milieux, même s'ils viennent de milieux plus populaires puis qu'ils deviennent médecins, à partir du moment où ils sont médecins, ils vont avoir un mode de vie, un niveau de vie très comparable à celui des gens d'affaires en raison du salaire très élevé dont ils vont bénéficier. Finalement, ils vont se retrouver et aussi en étant très souvent propriétaires d'une entreprise, gestionnaire d'une entreprise. Ils se retrouvent avec un statut d'entrepreneur privé, indépendant. Bien, ils se retrouvent à être dans une position sociale, même si ce n'était pas leur position de départ, ils se retrouvent à être dans une position sociale qui est assez proche, en fait, effectivement, de celui du milieu des affaires, et qui est même, en fait, complètement identique dans certains cas. Là, il y a des médecins qui sont vraiment des capitalistes eux-mêmes, là, au sens où ils sont propriétaires de chaînes de GMF qui gèrent ils font presque plus de médecine, ils gèrent des entreprises, là. Donc, il y a vraiment, effectivement, une proximité sociale qui vient aussi avec une proximité idéologique, qui vient avec des positions similaires, assez proches, là, finalement, quand on regarde les prises de position des fédérations médicales sur plusieurs enjeux, ça va être similaire. Puis c'est frappant d'ailleurs quand on regarde les mémoires là, qui ont été soumis au moment de la création du régime d'assurance maladie publique, la similarité des positions qui étaient défendues par les médecins et par les gens d'affaires, les associations patronales,
c'est très frappant, cette similarité-là, là. Et ce qui semble très cohérent parce que tu nous rappelles et tu réitères l'idée que leurs intérêts matériels sont congruents avec ceux des milieux des affaires, si c'est pas les mêmes. Donc en fait, pourquoi les médecins sont des professionnels de la santé à part? Parce que du fait de leur statut, parce que ce sont des agents privés, ce sont des entreprises privées qui facturent à la RAMQ, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les autres travailleurs, travailleuses, et donc de ce fait-là, bah, ils sont dans un rapport de force là aussi. On a un nouveau rapport de force qui va se structurer. Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis finalement ils se font prendre dans leur propre jeu, parce qu'aujourd'hui ils ont trouvé plus gros capital qu'eux, qui finit par les racheter et les mettre dans ce rapport de force avec des plus grosses entreprises, des plus gros capitalistes qu'eux. Oui, effectivement, oui. Puis ça amène aussi à la question de comment cette position elle est maintenue. Puis un peu en écoutant et en réfléchissant sur le sujet, heu, j j'entends que le statut des médecins est aussi maintenu par par la raréfaction, la difficulté d'accès auquel, on a. Donc c'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle où, les médecins étaient qui n'étaient pas supposés être la porte d'entrée du système de santé. Donc on était supposé, arriver au CLSC, bah, il y avait la prévention qui fait on doit avoir moins besoin d'avoir un médecin, mais que quand on en a besoin, bah, on ait accès à un professionnel nécessairement et pas nécessairement un médecin. Mais que là, les médecins sont positionnés comme la porte d'entrée du système de Ouais. santé. Donc ça fait que systématiquement, quand on veut avoir accès à un service, on a besoin d'un médecin. Donc ça les met dans une position où systématiquement on doit passer par eux, donc on a beaucoup besoin d'eux. Hem et ils sont on a organisé qu'il y en ait moins, qu'il y en ait pas. Tu parles dans un de tes articles aussi de comment est-ce qu'on envoyait beaucoup de médecins à la retraite dans les années 90 Oui, oui. et comment ça, en fait, on organise finalement une sorte de rareté, de raréfaction des médecins qui permet de justifier leur maintien de domination sur le système de santé? Ben, en fait, même la constitution de la profession médicale elle-même, elle s'est faite par exclusion. Tu sais, les médecins se sont développés en tant que profession heu, en excluant des pratiques, des praticiennes et très souvent des praticiennes, en fait, de la santé qui étaient là aussi. Donc la profession médicale, la façon dont elle se constitue, c'est en, revendiquant un monopole sur certains types d'actes, de pratiques qui, à partir du moment où ce monopole-là est reconnu, ne peuvent plus être, pratiqués par d'autres personnes qu'eux. Et donc ça, d'emblée, ça crée, une espèce de pénurie artificielle, en quelque sorte. Mmh. S'il y a juste les médecins qui sont autorisés à poser des diagnostics pour des otites, par exemple, soyons très concrets, ben, ça veut dire que même si l'infirmière qui en a vu 50 000 des enfants ou des personnes qui a vu des otites et qui est capable, très bien capable de diagnostiquer une otite, elle n'a pas le droit de diagnostiquer une otite et le patient ou la patiente ou le patient va nécessairement devoir effectivement passer par le médecin pour, avoir son diagnostic et pour avoir une prescription d'antibiotiques si besoin est. Parce qu'il y a aussi juste le médecin qui a le droit de prescrire le médicament qui est nécessaire pour traiter le Mmh. problème de santé. Donc il y a toute cette construction-là de la profession médicale par exclusion, donc par création d'une espèce de monopole de toute une série d'actes qui ne peuvent être posés que par des médecins. Déjà ça, et ça s'est fait, ça c'est un long processus historique qui s'est fait à partir du 19e siècle, là. Mais effectivement, en plus, il y a le fait que le système de santé s'est organisé autour de la profession médicale et que la profession médicale est parvenue ben, entre autres par ce processus-là d'exclusion, là, à occuper une place vraiment centrale. C'est-à-dire que pour avoir accès à n'importe quel service, c'est par le médecin qu'on passe. Et tu as raison, une autre des raisons pour lesquelles le modèle des CLSC était une menace pour les médecins, c'est parce que ce modèle-là venait briser cette espèce de centralité du médecin. Et là, je veux juste, faire une nuance, là. Évidemment, là, je parle des médecins comme d'une profession collective, là, puis toutes pour les prises de position dont je parle ici, c'est des prises de position très souvent officielles prises par les
organisations qui représentent les intérêts des médecins, mais il y a évidemment, sur le plan individuel, toutes sortes de plein de médecins qui peuvent être en désaccord avec ça. Il y a eu des médecins qui ont été pratiquants en CLSC, il y a des médecins qui militent pour le régime public. Oui, tout à Donc, fait. individuellement, il peut y avoir plusieurs médecins qui s'identifient pas nécessairement à cette vision du monde-là, mais la majorité des médecins, quand même, adhèrent à ces positions-là. Donc, c'est ça. Le modèle des CLSC, ce qu'il venait faire, c'est qu'il venait casser l'espèce de centralité des médecins dans l'accès aux services parce que dans le modèle des CLSC, on disait, ben en fait, une grande partie des problèmes de santé de la population ne sont pas causés par des enjeux qui ont besoin d'être répondus absolument par un médecin. D'abord, il y a plein de problèmes de santé qui sont en fait des problèmes sociaux. Par exemple, si une personne vit beaucoup de stress, a toutes sortes de manifestations psychosomatiques, ben, ça peut être lié à des problèmes sociaux. Peut-être que cette personne-là, elle a davantage besoin de voir un psychologue ou un travailleur social. L'infirmière est capable de répondre à toutes sortes de besoins. Donc, quand la personne va arriver au CLSC, il va y avoir une évaluation qui va être faite, pas par un médecin, ça va être un service d'accueil qui va être là pour rediriger la personne vers le bon professionnel de la santé qui est pas nécessairement un médecin. Et là-dessus, il y a d'autres pays là, qui ont mis ça en place aussi. Là. On peut penser à la Suède, par exemple, où il y a des centres de soins primaires encore aujourd'hui, où il y a seulement 30 des besoins qui sont répondus par les médecins dans les centres de soins primaires. La majorité des personnes qui se présentent dans ces centres de soins-là vont recevoir des services soit d'une infirmière, d'un physiothérapeute, d'une psychologue. Physiothérapeute, ça, c'est un autre très bon exemple. Il y a plein de problèmes de santé qui sont musculo-squelettiques, qui sont liés à un déplacement à l'intérieur du corps, qui nécessitent un traitement de physiothérapie. Mais là, dans notre système à nous, on a tellement de difficultés à avoir accès à aux physiothérapeutes, à ces professionnels-là, qu'en fait, on est obligé de se tourner vers le médecin qui, lui, ben, il n'est pas formé là, pour faire un traitement de physiothérapie. Lui, ce qu'il peut faire, c'est prescrire des médicaments, des anti-inflammatoires pour traiter la douleur. Donc, on voit que dans plusieurs cas, les problèmes seraient mieux répondus parfois ou pourraient du moins être répondus par une équipe complète. Et les multidisciplinaires, les CLSC, c'était ça le modèle. C'est un modèle centré sur une équipe multidisciplinaire. Et il y a même plusieurs CLSC où il n'y avait pas de médecin, là, pas du tout de médecin. Puis on était quand même capable de répondre à une grande partie des besoins de la population. Mais aujourd'hui, considérant que le modèle des CLSC, justement, n'est pas devenu ce qu'il devait devenir, on est resté prisonnier d'un système de santé dans lequel à peu près la seule porte d'accès qu'on a, c'est celle du médecin. On est obligé de passer par un médecin. C'est lui qui va nous donner accès aux autres professionnels. Et d'ailleurs, le modèle des groupes de médecine de famille, c'est exactement ça, le modèle des groupes de médecine de famille. Pour avoir accès aux professionnels, parce qu'il y a maintenant des professionnels multidisciplinaires dans les groupes de médecine de famille, mais pour y avoir accès, ben, il faut être inscrit auprès du médecin. Il va d'abord falloir prendre un rendez-vous avec le médecin et c'est le médecin qui va décider quel professionnel on va pouvoir voir dans le GMF. Et ça crée un goulot d'étranglement évident là, à l'entrée même du système de santé. Les médecins de famille, il y en a 11 000, 11 000 au Québec. Il y a 200 000 autres professionnels de la santé. Là. On a des gens qui pourraient répondre à des besoins, mais là, on demande à 11 000 personnes d'être la principale porte d'entrée pour l'ensemble des besoins de la santé et même des besoins sociaux de la population, justement parce qu'on n'est pas capable d'avoir accès aux autres professionnels. Puis dans ce que tu dis, on voit comment les GMF s'organisent en tant que contre-modèle des CLSC, c'est-à-dire qu'on avait un modèle avec une gestion démocratique, non pas par les professionnels de santé, mais aussi par les usagers, qui proposaient des équipes multidisciplinaires où chaque professionnel travaillait d'égal à égal en fait avec les autres, auxquels les médecins ont eu la possibilité de joindre et qu'ils ont refusé. Et il y a eu une construction, au contraire, des GMF qui sont une espèce de miroir des CLSC dans le sens où on va retrouver aujourd'hui infirmières, IPS, travail social, psychologue,
dans ces organisations-là, qui proposent des services dans des modalités similaires au CLSC, mais le tout étant chapeauté par un médecin. Oui, et privé. Et privé, tout à fait. Et privé dans la majorité des cas. Il y a des GMF publics, donc il y a des CLSC qui se sont transformés en GMF et qui sont publics, mais la grande majorité des GMF sont privés. Donc, plus de 70% des GMF sont privés à but lucratif, là. C'est des entreprises privées à but lucratif. Puis il y a une petite partie aussi qui sont mixtes, là, donc qui sont moitié privés, moitié publics. Puis effectivement, c'est un modèle qui tente un peu de... parce qu'il faut comprendre que avec le modèle des CLSC, là, on espérait régler à peu près tous les problèmes d'accès aux services qu'on avait déjà au moment de la création du système public. Le constat qu'on avait fait, c'est qu'il n'y a pas de première ligne efficace au Québec en santé parce qu'on a laissé ça entre les mains du secteur privé, des médecins du secteur privé, puis ils n'ont pas été en mesure de faire le travail. Donc, on va créer des cliniques publiques qui vont faire ce travail-là, d'être la porte d'entrée, la première ligne des services. Puis là, ben, finalement, il y a eu une entreprise de sabotage du modèle des CLSC qui a fait que ces établissements-là n'ont jamais pu vraiment jouer pleinement leur rôle. Et donc, les problèmes d'accès à la première ligne ont perduré. Les médecins, c'est à eux, finalement, qu'on a confié cette première ligne-là. C'est eux qui sont demeurés, dans les faits, la vraie porte d'entrée, mais ils n'ont jamais été capables de livrer la marchandise. On a toujours eu, puis ça, quand on lit les documents gouvernementaux sur l'histoire du système de santé au Québec, c'est fascinant. On lit dans n'importe quelle année, c'est les mêmes problèmes d'engorgement des urgences, puis les mêmes problèmes de difficulté d'accès à un médecin de famille qu'on tente de régler depuis 50 ans, 60 ans au Québec. Et donc, les médecins sont restés dans leur clinique privée, ne sont pas arrivés à régler ce problème-là d'accès. Et au début des années 2000, on s'est dit, bon, ben, d'abord, on va essayer de créer un modèle qui ressemble à celui des CLSC, mais sous une forme qui va plaire aux médecins. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a créé les groupes de médecine de famille, les GMF, dans l'espoir de, encore une fois, régler le problème qu'on tentait déjà de régler dans les années 70 en créant les CLSC. Donc, de régler... Les GMF ont deux objectifs. Désengorger les urgences, puis améliorer l'accès aux médecins de famille. En fait, améliorer l'accès aux médecins de famille, ce qui permettrait de désengorger les urgences. Et là, ça fait 20 ans que les GMF existent et ils n'ont absolument pas réglé le problème. On a gardé un peu, en fait, le même modèle qu'on avait auparavant, c'est-à-dire on continue de laisser entre les mains d'entreprises privées la prestation des services de première ligne et c'est un échec à tous les points de vue. Les objectifs qui étaient attribués au GMF, ça n'a pas été atteint, ces objectifs-là, là, à aucun point de vue. Donc, c'est ça. Puis là, on est encore en train d'essayer de proposer des modèles qui, en fait, sont une espèce d'extension du modèle des GMF, là, le guichet d'accès à la première ligne qu'on est en train de mettre en place en ce moment. C'est intéressant parce que on veut décentrer un peu le réseau des médecins. On dit, bon, on va aller donner des services avec le bon professionnel au bon moment, mais ce modèle-là du guichet d'accès à la première ligne repose entièrement sur les groupes de médecine de famille. Ce qu'on propose, c'est de donner plus de mandats aux groupes de médecine de famille avec plus de financement pour qu'ils... Et c'est ça qu'on fait depuis 20 ans. Hein. Les groupes de médecine de famille, on leur donne plus de subventions pour qu'ils remplissent plus de mandats, mais ils remplissent jamais le mandat, finalement. C'est ça. Puis là, c'est vraiment la répétition En fait, c'est intéressant dans ce que tu dis parce qu'on se rend compte qu'on fait la même chose en boucle et on s'étonne d'obtenir le même résultat. Ouais. Puis là, avec le projet de loi 106 qui vient un peu bousculer la question de la rémunération des médecins, puis il y a pas mal sur les réseaux sociaux, quand on regarde un peu les groupes de professionnels, de médecins, et notamment de médecins de famille, qui se plaignent de la manière dont fonctionne le système. Est-ce que les médecins souffrent de leur propre domination du système de santé? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de désavantages pour les médecins eux-mêmes à cette organisation-là des services. Puis les médecins ont tout à fait raison de se plaindre de l'organisation du système public de santé. Mais là, ça, on n'a pas vraiment abordé cette question-là jusqu'à maintenant. Ouais. Puis je ne sais pas si on va avoir le temps de l'aborder, mais c'est
ils ont tout à fait raison de se plaindre de l'organisation extrêmement bureaucratisée, centralisée, dysfonctionnelle du système public de santé. Mais il y a des raisons pour lesquelles cette organisation-là est déficiente. Puis une des raisons importantes, c'est justement la privatisation des services et l'application dans le système public de méthodes de gestion qui sont directement inspirés du secteur privé sous la pression des milieux d'affaires. Donc, là, il y a tout ça qu'il faut laisser de côté. Mais disons que effectivement, les médecins, pour eux et elles, il y a plusieurs désavantages à être au centre du système de santé, puis à être la principale porte d'entrée. Le désavantage le plus évident, c'est que ça met une pression énorme sur une quantité d'individus relativement limitée. Et ça fait que c'est vers eux que tous les regards sont tournés, vers eux et elles que tous les regards sont tournés quand on pointe des professionnels pour les problèmes d'accès, parce que c'est à eux qu'on a donné le mandat de régler ces problèmes-là en quelque sorte. Puis évidemment qu'ils ne peuvent pas à eux seuls régler le problème. Donc, il y a effectivement un désavantage. Mais en même temps, jusqu'à maintenant, en tout cas, en ce qui concerne les fédérations médicales, elles ont été très réticentes à accepter de faire des modifications substantielles dans l'organisation des services qui permettraient d'alléger ce poids-là, cette pression-là qu'on met sur les médecins. Ben ça veut dire une remise en question de leur rémunération complètement démesurée, parce que un des avantages importants pour les médecins d'être aussi central, c'est que ça leur donne une capacité de mobilisation, une capacité de pression, un rapport de force majeur dans leurs négociations avec le gouvernement en ce qui concerne leur rémunération. Et ça transparaît dans le fait que leur rémunération est complètement faramineuse là, quand on la compare à la rémunération du reste du réseau de la santé et des services sociaux. Et cette rémunération-là, cette surrémunération-là, ben ça nuit évidemment à la capacité du réseau ou du gouvernement à mieux financer les autres services de santé. Il y a une trop grande concentration des ressources financières investies sur les médecins. Donc, ça, il faudrait remettre ça en question si on veut être capable d'offrir des services qui ne sont pas seulement offerts par les médecins. Puis évidemment, ben, il faut accepter aussi de déléguer des actes et des responsabilités à d'autres professionnels de la santé. Et ça aussi, c'est au compte-gouttes, après des longues batailles, après des longues négociations, que d'autres professionnels parviennent finalement à obtenir des petits compromis, des petites concessions sur ces enjeux-là. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est en partie les médecins en bonne partie les médecins qui résistent là, à ces changements-là. Puis on peut nommer comme exemple, par ce que tu dis, les IPS, donc les infirmières praticiennes spécialisées qui commencent à avoir la possibilité de faire des actes qui étaient réservés jusqu'ici à des médecins, les psychologues qui peuvent poser des diagnostics maintenant, et Les puis pharmaciens aussi. les pharmaciens, faire des arrêts maladie. Mais dans ma question, je reviens un peu sur la question initiale, parce que tu as nommé effectivement la bureaucratisation du système de santé qui fait que les médecins s'en plaignent. Mais au-delà de ça, on voit dans des témoignages des personnes qui disent que 40% de leurs consultations, c'est de la santé mentale, et qui se rendent compte qu'ils sont incompétents pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc on voit tout le paradoxe on organise le système autour de nous pour pouvoir maintenir notre position économique et sociale, mais en même temps, dans ma pratique de professionnel, ça vient avec des conséquences en termes de pression de rendement, en termes de rapport à mon usager, en termes de... donc finalement... Et dans ce que tu dis aussi, j'entends cette idée-là pour pouvoir changer ces choses-là, pour pouvoir revoir ce dont vous vous plaignez, il faut que vous acceptiez de faire un compromis avec l'autre bord, et donc de perdre certains de vos privilèges pour pouvoir trouver un mode de fonctionnement qui serait plus adéquat pour tous. Et là aussi, on peut revenir à notre échelle, notre analyse plus structurelle de notre système de production et des rapports de force qui le traversent, de comment... Là aussi, si on veut pouvoir repenser notre mode de fonctionnement, tant sur des questions importantes comme la pauvreté, sur ces choses-là, ça demande des compromis, et que dans ce rapport de force, certaines personnes soient contraintes d'abandonner leurs privilèges, de perdre leurs privilèges pour permettre à la majorité d'aller mieux
d'une Ouais, certaine ouais. manière. Puis c'est un peu ça la proposition qui est faite aux médecins, finalement. Ben là, si tu parles du projet de loi 106, tu parles... Non, non, je veux Non, dire, dans un peu dans le projet global des CLSC, c'est ce qui oui, leur a été oui, proposé. Dans le effectivement. projet de loi 106, c'est pas ça qui est proposé parce que Non, c'est pas du tout la logique du projet de loi. non. Mais je veux dire, un peu dans la discussion Oui, qu'on est en train oui, d'avoir, dans les changements structurels nécessaires, il y a cette idée-là de et vous avez des intérêts aussi matériels à abandonner votre statut. Oui, ouais, vous allez devoir renoncer à certains privilèges, mais vous allez gagner des choses aussi. oui, Mais ça leur demande d'accepter une certaine de perdre leur statut social, de perdre économiquement aussi, puis ça, ouais, il faut le reconnaître. Puis c'est là où toute l'importance du rapport de force se joue, parce que les gens ne lâchent pas leurs privilèges généralement, là. Encore une fois, je vais rajouter la nuance, on parle de tendance, on parle de moyenne, on parle pas d'individu, mais les gens n'ont pas de tendance à vouloir lâcher leurs privilèges, et on peut l'entendre, on peut le ouais, comprendre. ouais. Donc il y a finalement ce rapport de force-là qui va structurer toujours. Et une question que je me posais là aussi, c'est qu'on observe chez les médecins une féminisation de la profession. Mhm. Est-ce que ça change la profession dans ses revendications? Est-ce que ça donne une perspective, heu, qui pourrait être intéressante, politiquement? Ben, ce que je peux, j'ai jamais travaillé sur cette question-là spécifiquement, là, donc là, ce que je vais dire, c'est que ça repose pas tellement sur sur des données, là, c'est plus des intuitions, disons, que je pourrais avoir par rapport à ça. Ce que j'ai comme information, c'est que les femmes ont été fortement surreprésentées chez les médecins qui ont choisi d'aller travailler en CLSC. Puis ça, c'est pas anodin. Les raisons qui expliquent ça, je les connais pas, là. Il y a pas de j'ai pas de données sur ça, mais il peut y avoir des raisons, d'orientation, idéologique ou sociale, mais on peut aussi penser qu'il y a des raisons de conciliation travail-famille, plus faciles à gérer, dans un contexte où on est un employé du secteur public avec des horaires clairement définis, avec puis sans avoir besoin de gérer, le risque financier d'être propriétaire d'une clinique, de devoir, travailler au volume pour assurer un rendement, des revenus et cetera. Hem, il y a il y a probablement, là, il y a tout un grand débat là, actuellement sur est-ce que les médecins sont trop nombreux et nombreuses à travailler à temps partiel. Puis les médecins font justement valoir la féminisation de la profession pour expliquer que, il y a peut-être plus de médecins qui travaillent à temps partiel pour des raisons comme ça. Euh, Moi, les données que j'ai analysées jusqu'à récemment, là, justement dans le cadre des débats sur le projet de loi 106, permettent pas de conclure que les médecins du Québec travaillent plus à temps partiel que Mmh. dans le reste du Canada en général. Il y a des provinces où il y a moins de temps partiel qu'au Québec, mais disons qu'on est autour de la moyenne, proche dans le milieu de peloton pour ça, là. OK. Mais bon, peut-être que la féminisation de la profession, ça peut changer euh, l'intérêt pour une, hem, une organisation entrepreneuriale de la pratique. Si on se fie au fait que les médecins femmes ont été plus nombreuses à souhaiter aller travailler en CLSC, ben, on peut penser que peut-être que les femmes médecins vont être plus sympathiques à l'idée d'une pratique qui se fait pas dans le secteur privé. Mais bon, comme je dis, en ce moment, j'ai pas de données Oui, tout à fait. pour me prononcer là-dessus. Si c'est le cas, ben, on peut penser que ça ouvre peut-être des portes pour des alliances, Mmh. pour les groupes qui luttent contre la privatisation des services ou pour revoir justement cette organisation-là des services en première ligne. Mais c'est ça, OK. c'est de la spéculation. Oui, tout à fait. Pour rester un peu dans la spéculation, parce que tantôt on disait que quand on a une position, plus subalterne, donc quand on est issu des milieux populaires et qu'on intègre des milieux comme celui de la médecine, finalement, on finit par se faire absorber par la structure et à s'y conformer d'une certaine manière, nos intérêts matériels changent. Puis dans ma question, il y a aussi le fait que si enfin, la féminisation de, la profession amène aussi donc une majorité de personnes qui sont dans des rapports de domination au sein de nos sociétés à intégrer la profession. Donc est-ce que quand on passe juste de l'individu qui rentre dans la société, dans le système, mais là on va passer à un grand nombre, on passe à un grand nombre d'individus qui rentrent dans ce système-là, est-ce qu'on peut espérer un changement? Ou est-ce que les intérêts de classe vont il ne faut pas mettre les choses en compétition là, mais est-ce que les intérêts de classe vont primer, in fine?
Ouais, ben, je trouve ça c'est des débats, fondamentaux, des courants, marxistes et féministes qui traversent l'histoire des idées depuis, au moins un siècle, là. Puis il y a pas de réponse, claire, à mon avis, à ces questions-là. La façon dont les rapports de domination hommes-femmes croisent les rapports de domination de classe, je pense, moi en tout cas, je me sens pas outillée pour répondre à comment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes de droite. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes d'affaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des femmes euh, dans des conseils d'administration de grandes entreprises qui vont prendre des décisions, qui vont parfaitement s'inscrire dans des rapports de classe de domination. Mais là, il y a aussi toute une documentation qui va considérer que les femmes dans ces positions-là vont gérer autrement, que ça va faire une différence d'avoir des femmes, par exemple, dans les sphères de pouvoir politique, dans les sphères de pouvoir économique, que ça va avoir un impact sur les méthodes de gestion, puis sur. Donc, si on se fie à cette littérature-là, on peut penser que si on a plus de femmes médecins, ça pourrait finir par avoir un impact sur la manière dont la profession médicale euh, appréhende sa pratique puis sa position sociale ben, dans la société et dans le système de santé. OK. En même temps qu'on discute, je regarde un petit peu l'heure, puis la question un peu finale qu'on me pose habituellement, c'est, quelle est la meilleure manière, de lutter contre le sentiment d'impuissance politique auquel on peut être confronté? Heu, de manière enfin, là, on a parlé beaucoup de la question de santé, mais c'est ça, quand on regarde un peu les milieux, militants, les milieux de gauche, il y a beaucoup cette idée d'impuissance, que ce soit vis-à-vis du système économique, de la condition climatique, mais là aussi le système de santé, on a aussi l'impression d'une grosse machine qui nous roule dessus, puis individuellement, ça peut être, hem, difficile de savoir comment naviguer. Toi? Ben, moi, je dirais, c'est une question qui est très difficile, Mmh là. mh. Moi, je dirais 2 choses. La première, qui personnellement, disons, diminue ce sentiment-là d'impuissance que je partage évidemment. La première, c'est de s'allier avec d'autres personnes qui partagent, nos valeurs, notre engagement, notre vision du monde. Quand on est isolé, ça je pense que ça augmente ce sentiment d'impuissance-là. Puis, fait que, s'engager ou en tout cas au moins s'allier avec des personnes qui partagent des postures critiques ou des engagements, je pense que ça aide à diminuer ce sentiment d'impuissance-là. Puis d'autre part, personnellement, je sais que une chose qui m'aide beaucoup, c'est ben, d'avoir un recul historique sur la situation. C'est pas pour rien que j'ai fait une thèse sur l'histoire du système de santé. Puis d'avoir un recul historique et aussi un recul géographique, si on peut dire, là, c'est-à-dire de réaliser qu'on est dans un lieu et dans un moment précis et que ce lieu et ce moment-là ne sont pas nécessairement représentatifs de la nature ou de l'éternité, là. Les choses changent, puis quand on regarde le cours de l'histoire à plus long terme, ce qu'on voit, c'est que il y en a plein des victoires, il y en a eu plein. On est parti d'un capitalisme industriel du 19e siècle où les travailleurs et les travailleuses n'avaient même pas le droit de se syndiquer, puis où les villes étaient des lieux d'épidémies épouvantables, puis de dégradation de la santé en raison des conditions d'existence et de travail épouvantables des classes ouvrières de l'époque, à aujourd'hui où si on regarde à cette époque-là, là, il y a des améliorations quand même assez considérables. Puis ces améliorations-là, ben, c'est pas le fruit de l'évolution naturelle et inévitable de la société. C'est le fruit des luttes collectives qui ont été menées, entre autres, par le mouvement syndical, les différents mouvements populaires, qui ont fait des gains majeurs, comme par exemple la création d'un système public de santé. Puis, tu sais, de revoir cette histoire-là, puis de voir que dans des conditions extrêmement difficile, des gens ont été capables de se mobiliser, puis de s'organiser, puis de faire des gains, ben, ça
ça donne espoir, je dirais. OK. Puis ça donne espoir aussi d'aller voir ailleurs ce qui se fait, puis de voir que, par exemple, quand on regarde des pays comme la Suède ou le Danemark où ils ont été capables de mettre en place des systèmes de santé qui fonctionnent bien, qui donnent des vraiment meilleurs résultats que nous, puis qui sont pas pris avec les mêmes problèmes, ben ça nous rappelle aussi que les difficultés qu'on vit, c'est pas des fatalités, c'est le résultat de choix politiques qui ont été Mmh. faits, puis c'est le résultat de rapports de force qui sont en évolution, puis qui peuvent être transformés et renversés. Mais c'est sûr que, si on reste dans notre perspective individuelle et très, heu, présentéiste là, ben c'est ça. C'est là que je pense qu'on risque plus de s'enfoncer dans un sentiment d'impuissance. Je garde l'idée du temps long, Oui, d'analyser le temps long et de voir l'histoire qui se développe et oui, que nous, on est un point dans celui-ci, mais que la grande histoire est là et structure un peu le mouvement. OK. ouais, Merci d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. c'est un vrai plaisir. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Pour, toutes les personnes qui nous écoutent, on vous invite vraiment à aller voir le site de l'IRIS, à faire des dons, à vous engager et à regarder, tous, les magnifiques travaux qu'ils font. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur Spotify, YouTube ou les autres plateformes. À bientôt!